Je m'appelle Roger Dale, ou Roger Dahl en français. Je suis anglais-canadien, mais je vis en France depuis plus de 30 ans. Et je suis peintre et j'enseigne à l'École des arts décoratifs de Strasbourg depuis 30 ans. Je travaille avec la Galerie L'Estampe à Strasbourg et puis c'est eux qui ont un partenariat avec Cap sur les Arts. Et c'est pour ça que je suis là, je suis invité et je suis très heureux d'être là et je trouve la qualité vraiment formidable. Et surtout cette salle, je suis très heureux parce que quand j'ai vu cette salle au départ avec cette couleur indigo, je ne savais pas comment mes tableaux vont sortir, mais finalement je crois que c'est excellent parce que la lumière, ça donne une lumière un peu particulière au tableau. Je trouve que c'est bien trouvé, quoi. Je fais des expositions régulières depuis 1979. Mon premier expo était à Genève. J'ai exposé plusieurs fois à Paris, à Berlin, en Égypte aussi, et j'ai enseigné là-bas, aux États-Unis. Donc c'est un peu partout, quoi. Voilà, donc tout ce travail c'est fait d'après nature, donc c'est un travail d'observation. J'ai un atelier camionnette ambulant, je trimballe tous mes matériaux d'un lieu à l'autre que je trouvais intéressant et je m'installe et je peins directement après nature de A à Z. Et pour moi, c'est une forme de communion avec la nature. La peinture, c'est un produit secondaire d'une démarche spirituelle, en fait. Je crois qu'à travers de l'observation méditative, on pourrait atteindre un certain état de conscience où on est capable de se situer un peu dans le chaos du monde. Et je pense que, comme il a dit Socrate, connais-toi toi-même. Je crois que la peinture, c'est un excellent moyen de se connaître, de se situer dans le monde et rendre un peu visible notre vision du monde et partager ça avec les autres. Quand j'ai fait mes beaux-arts à Calgary, au Canada, le premier jour, on nous a donné un grand livre de l'histoire de l'art et j'ai emmené ça à la maison et je l'ai mis sur mon bureau et je l'ai ouvert et ça tombait sur le retable d'Essenheim de Matthias Grunewald. C'est un chef-d'œuvre magnifique qui est aussi, je crois, aussi important que la chapelle Sixtine, dans son impact émotionnel surtout. Et c'est un tableau absolument à voir, et c'est à Colmar, et c'est pas loin d'où j'habite, donc j'ai découvert ça en vérité, ce tableau. Et puis c'est vraiment une montagne russe d'émotions, ce tableau. Il nous emmène tellement haut et il nous emmène tellement bas. Que c'est une épreuve, ce tableau. Et donc je suis un peu sous l'influence de Matthias Grunewald depuis toujours et que l'idée de faire, c'est un lieu où elle a certainement fréquenté il y a 500 ans et l'idée de faire un triptyque, c'est une sorte de clin d'œil à la peinture religieuse et donc ça souligne un peu l'importance d'une démarche spirituelle dans la peinture. Je travaille avec Galerie L'Estampe à Strasbourg, Quai des Bateliers, et puis j'ai un site qui c'est roger-dale.com. Mon parcours, il est un petit peu comme la toile qui est derrière nous. Il est fait de déchirures, de collages, donc de marouflages. C'est toute une vie là, qui est dans cette salle. Donc j'ai intitulé cet espace, plutôt qu'une expo, puisque là il y a 18 œuvres qui sont représentées, Genèse, au départ.
Au départ, je crois, oui, effectivement, une vie faite de déchirures entre le nord et le sud. C'est-à-dire, déjà, dans mon nom, Cubas Glaser, c'est l'alliance entre l'Espagne et Glaser, c'est vitrier en allemand. Donc on voit déjà ce rapport nord-sud s'installer. Et je dirais que classiquement, j'ai tout de suite eu dès l'enfance, par les discours familiaux de ma grand-mère, cet amour immodéré du Sud et évidemment de l'Espagne, d'où était originaire ma famille paternelle. Mais cela ne m'empêche pas, comme disait Tayeb Saleh, l'écrivain éthiopien, d'être un Sud qui a la nostalgie du Nord. C'est-à-dire que quand je suis in situ, j'ai la nostalgie de la France et de mon atelier et du travail. Donc je suis fait de ces déchirures et je ne suis nulle part chez moi. Alors, dans cette genèse, il y a des toiles, je dirais, clés, et celle-ci en fait partie, puisqu'il s'agit d'une toile qui s'appelle tout simplement Grenade. Alors, bien sûr, c'est une image mentale de l'Alhambra qui est proposée. Elle est conçue comme on peut concevoir un romance hispanique. Qui a été donc repris par Federico García Lorca. Donc, dans le romance, c'est un peu comme le cante jondo. On n'a pas le début, des fois on n'a pas le milieu et on n'a pas la fin. Et il y avait une dichotomie profonde devant cette vision depuis l'Albaïcine de l'Alhambra entre la beauté du lieu et la sauvagerie de ce qui s'était passé au niveau historique dans la ville de Grenade. Pour rappeler, 1492, conquête des rois catholiques, là c'est une tuerie. Il y a bien évidemment l'assassinat de Federico García Lorca, et pourtant le lieu semble habité d'une paix inaltérable. Et c'est ce que j'ai voulu rendre avec ces différents marouflages où on a dans les couleurs froides eh bien, tous les actes de barbarie des suppliciés, et dans les couleurs chaudes, là, des papiers népalais qui sont marouflés sur la toile, eh bien, on a l'aspect habité du lieu. Je m'appelle Claude Marga. J'ai été invité cette année, comme les années précédentes, enfin certaines des années précédentes, à exposer au 10e festival des rencontres d'art contemporain de Perros-Guirec. Mon parcours est un parcours de peintre lettré. J'ai effectué plusieurs séjours en Chine où j'ai appris les techniques de la calligraphie et de la peinture. Et je pratique une technique, disons, hybride de la peinture et de la pensée. On peut voir assez souvent mes œuvres au moins une fois par an à la galerie La Une Brenner à Paris. Et j'expose environ 2 ou 3 fois par an. Le reste du temps, je travaille à domicile dans mon atelier. J'écris des livres et je réalise mes peintures. Voilà. Alors à Cap sur les Arts sont présentés cette année des paysages, disons, horizontaux, qui furent jadis des rouleaux horizontaux, mais il est impossible, enfin quasiment impossible en Occident de présenter des rouleaux comme on le fait en Chine. Donc je répartis mes voyages horizontaux, si je puis dire, sur différentes peintures que je rassemble ensuite et qui donnent ces paysages, qui sont des paysages de mon pays, des paysages que j'ai l'habitude d'arpenter. Dans la vision occidentale, la peinture et l'écriture sont 2 choses différentes, mais comme j'applique une vision, si vous voulez, qui est plutôt une vision chinoise qu'occidentale, c'est un seul et même fait. En chinois, il n'y a qu'un terme pour définir l'écriture et la peinture. On dit hua, ça veut dire peindre et ça veut dire délimiter. Donc il est certain que mon trajet est nettement influencé par la cosmologie, par la pensée cosmologique chinoise. C'est absolument indiscutable. Je n'en disconviens pas, au contraire, je m'en régale,
puisque l'exercice de l'encre et du pinceau sont des exercices simplificateurs par excellence. Je pense que l'art est un chemin de connaissance et non pas une finalité en soi, en réalité, quoi. Cap sur les arts, je trouve que c'est un concept magnifique parce qu'il rassemble des tendances absolument différentes de l'art contemporain. C'est une réalisation assez stupéfiante d'ailleurs parce elle est le résultat du travail de l'association de Cap sur les Arts, dirigée par Marie-France Le Thomas, qui est un tout petit bout de femme fragile, dont on se demande d'ailleurs comment elle arrive à réaliser tous ces projets fantastiques. Et surtout, à chaque fois, sont surtout des rencontres d'une qualité absolument indiscutable. Vraiment une grande qualité artistique. Voilà, donc je me présente, Vincent Verdeguer. C'est la première année où j'expose à Cap sur les Arts. J'ai été présenté par un artiste qui a fait une exposition l'année dernière, Philippe Guédon. On peut voir lors de l'expo deux espaces. Un premier espace qui est un travail qui date des années 2000, qui est à l'origine un travail qui m'a été demandé par la galerie avec laquelle je travaille, qui s'appelle Galerie Akihariki, et qui en fait me demandait un travail sur la nature. Et il s'est avéré que pendant, et toujours encore, j'ai une grande appointance avec la Loire-Atlantique et plus particulièrement avec la région de Guérande où je séjourne régulièrement. Et avant de réaliser cette série sur les marais salants, j'effectuais un grand nombre de promenades au sein des marais salants qui me fascinaient parce que je me disais c'est vraiment un travail exceptionnel qui pourrait s'apparenter au land art, à tous les artistes qui pratiquent le land art. Et je me dis mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet espace magnifique? Et puis, lorsque cette galerie m'a demandé effectivement un travail sur la nature, sans vraiment réfléchir, j'ai pensé au marais. Et de là est né un certain nombre de propositions et de tableaux concernant les marais salants qui ont rencontré, je dois le dire en toute modestie, une adhésion assez grande, ce qui m'a un peu étonné, parce qu'effectivement, en fait, le support, c'est des supports de papier népalais avec des greffes photographiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça devenait un peu des pots de paysage. Et ces pots de paysage, apparemment, de par la présence à la fois très incarnée de matière, mais également par le support plus évanescent, a fait que beaucoup de gens y trouvaient un espace dans lequel ils pouvaient se retrouver physiquement. Donc nous sommes là dans le second espace des années, je dirais autour des années entre 2010 et 2011. Et cette collection, ça s'appelle Petite Histoire d'Homme. Alors pourquoi Petite Histoire d'Homme? C'est une histoire qui a aussi, comme les marais salants, qui est née dans la même région. J'étais sur des falaises au-dessus près de Saint-Nazaire et je regardais une plage un week-end envahie de monde. Et allez savoir pourquoi, j'ai une espèce de vision apocalyptique où effectivement ces gens qui se promenaient explosaient suite je dirais, à une bombe ou à une DCA. Et en imaginant ça, je me suis dit, mais c'est rien par rapport à l'univers, ça n'a pas vraiment d'importance par rapport à l'immensité. Mais je me suis dit, si tu prends tes jumelles et que tu regardes, tu fais un zoom et que tu t'approches de chaque famille, c'est un drame terrible. Et je me dis, mais cette image-là est à l'image de nos petites histoires d'hommes, c'est-à-dire à la fois elles sont dérisoires et elles sont colossales par rapport à l'univers. Et l'univers, je me dis, mais en fait, dans l'univers, c'est ces petites histoires qui nourrit l'univers et qui produit en fait ces rétentions, ces expansions. Et je me dis en fait c'est ça, c'est grâce à ça que nous vivons. Et alors donc, pour en revenir au tableau, il y a à peu près une vingtaine de tableaux. En général, je ne vais pas tellement plus loin qu'une vingtaine de tableaux. Chaque tableau parle en quelque sorte de la misère du monde. Alors, ça peut aller des flux migratoires, en passant par un SDF qui a été assassiné, en passant par des visions de sagesse, avec par exemple un moine qui rentre à l'intérieur de lui et qui est surplombé par un oiseau qui sa lourdeur traduit en fait toutes les turpitudes que l'on peut connaître. Donc tous les tableaux
et entre autres celui que j'ai derrière moi, qui s'appelle La Terre, qui est ni plus ni moins, et ce qui est très étrange, sans vouloir être dans la religiosité, je l'ai fait le jour de l'Ascension, sans m'en rendre compte. Et en fait, quand plusieurs personnes m'ont dit, on a l'impression d'une Vierge noire, ce qui est assez juste, parce que en fait, l'aura qui est au-dessus de sa tête n'est ni plus ni moins que notre terre, la belle terre bleue. Et effectivement, elle porte en son sein un enfant qui peut, bien entendu, par analogie, on pourrait penser à la figure christique. Mais là, dans le cas présent, pour moi, ça symbolisait l'humanité en elle-même, c'est-à-dire dans son affamé, pas uniquement alimentairement, mais affamé de sens. Sens que nous perdons à mesure que nos sociétés matérialistes s'engagent dans des consommations effrénées. Donc voilà, en fait, c'est peut-être cette toile qui résume le mieux l'ensemble des petites histoires d'hommes. J'ai exposé en 2007 pour la première fois à Cap-sur-les-Arts et voilà, me voilà revenu ici en 2012 à Cap-sur-les-Arts avec un grand plaisir. Alors j'ai abandonné un petit peu la peinture sur papier marouflé sur toile que je faisais pour aller sur un support un peu plus fort, sur de la toile moins préparée, plus forte, plus grenue, parce que je pense qu'elle me permet de faire un travail plus en profondeur, de creuser un petit peu plus la surface des sentiments, d'être plus en amont en fait, en amont du langage, en amont de la pensée, et peut-être d'être plus incarné en fait dans la peinture. Voilà. Ce panneau-ci qui est ici là est un peu particulier puisque je l'ai fait dans le projet d'une exposition qui va avoir lieu en novembre à Paris sur le thème de la nuit. Donc tous ces tableaux ont été faits avec l'idée effectivement d'inspirer une impression nocturne. Voilà. Pour les autres panneaux, c'est des peintures qui sont beaucoup plus lumineuses et qui viennent pour la plupart beaucoup plus d'une impression de départ à partir d'un trait, d'une tache, et qui vont se développer vraiment à tâtons, grâce au trait, grâce à la peinture. Petit à petit, il y a un espace qui va se créer, il y a comme une respiration, en fait, comme un espace de méditation où tout se tient, tout est lié. Ces textes ont été écrits par une personne qui s'appelle Jacqueline Persini-Panorias, qui est écrivain, qui est poète, et qui, à l'origine, on a fait un petit livre d'artistes qui est exposé en ce moment à la galerie L'Estelle à Morlaix. Et après, en fait, Jacqueline a eu envie d'écrire par rapport à tous ces petits formats que j'ai fait, aussi bien sur le thème de la nuit que sur les petits formats qui sont là-bas. Et puis, en fait, on a trouvé ensemble que ces textes et les peintures étaient vraiment en résonance, c'était vraiment complémentaire, c'était vraiment un dialogue en fait qui était établi, un autre regard, mais en même temps un regard très juste sur la peinture. Et j'ai trouvé vraiment important de les présenter avec les peintures. Ils apportent quelque chose, ils sont vraiment très précieux. Qu'est-ce qu'apporte l'expérience Cap-sur-les-Arts ? C'est intéressant parce qu'en fait, on a vraiment des retours. En général, quand on expose, on est en vernissage et puis après, c'est fini. Donc, on a des contacts. Alors que là, on est vraiment au plus près des réactions des gens et ça apporte souvent quelque chose. La perception des émotions, il y a aussi les réflexions, les incompréhensions. C'est beaucoup de choses en fait. C'est un gros investissement puisqu'on est là tous les après-midi pendant un certain temps. Mais il y a un retour qui est très intéressant pour moi en tout cas. Nous sommes sur le stand de Peter Claesen, qui est l'un des 4 artistes que la galerie L'Estop de Strasbourg a amené au Festival Cap-sur-les-Arts 2012. Les 3 autres artistes étant Roger Dell, Jacques Clausel et Godwin Hoffmann. Peter Claesen a exposé dans plus de 70 musées publics ou privés de par le monde. Il est l'un des pionniers de la figuration narrative
Ses thèmes de prédilection sont l'environnement urbain et la vie industrielle, qui représentent pour lui l'évolution de la société. Il présente ici des techniques mixtes sur papier et des aquagravures. L'aquagravure est une nouvelle technique développée il y a une quinzaine d'années, initiée par Bram Bogart. D'autres peintres connus comme Corneille et Weidelich ont également travaillé d'après cette technique. Si vous voulez en savoir plus sur ce procédé, contactez la Galerie L'Estampes à Strasbourg, qui d'ailleurs a ouvert un atelier à Paris où on peut réaliser des œuvres d'après des aquagravures. Cet atelier s'appelle Aquastamp. Alors, dans un autre espace du Festival Cap sur les Arts, nous présentons Jacques Clausel, qui est né à Nîmes, qui est donc français. Il s'exerce dans plusieurs disciplines, la peinture, le dessin, dont notamment ses dessins à la mine de plomb qu'on peut admirer dans ce festival, la gravure et la photographie. Il a d'ailleurs été enseignant aux Beaux-Arts de Montpellier en photographie. Son expression artistique s'est orientée maintenant vers le noir et blanc, qui ne rivalise pas, mais reflète différemment la qualité de la lumière. Gottlieb Hoffmann est un peintre d'origine allemande qui présente cette année au Festival Cap sur les Arts une vingtaine d'œuvres. Sa démarche artistique est marquée par la rigueur, ce qui va dans la direction du constructivisme, ainsi qu'en témoignent ses gravures et ses dessins au fusain. Ses peintures deviennent des objets en relief, ce qui leur confère une dimension sculpturale. Je suis déjà venu à Cap-sur-les-Arts, où je suis encore actuellement, pour une autre exposition, évidemment. La première fois, c'était en 2008. J'ai pu présenter des choses assez différentes. C'était des travaux sur papier et plus calligraphique comme travail que la peinture sur toile que j'expose actuellement ici. Et donc, on peut faire un petit tour pour découvrir ces différentes peintures où j'ai pris comme sujet l'arbre. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'arbre, c'est un symbole vivant, ça va, les branches tendent vers le ciel et les racines vers la terre. Et c'est tout un graphisme qu'il y a dans l'arbre qui est infini par rapport aux branches, par rapport à tous ces différents éléments qui composent l'arbre et qui, pour le dessin, est très intéressant à faire. Donc là, c'est plutôt ce que vous voyez sur ma droite, là, une interprétation un petit peu plus libérée, si on veut, d'un arbre qu'on voit le haut et qui se reflète dans l'eau. C'est l'idée générale, de même que sur les deux côtés, pour trancher un peu la vision du milieu de cet arbre, j'ai mis deux autres où on voit les racines qui se perdent un petit peu aussi, on peut penser, dans l'eau. Donc là, on a toute une série que nous voyons. Là, il y a cinq tableaux qui partent exactement du même sujet, donc toujours l'arbre, et également cette interprétation aussi de l'arbre qui se perd dans l'eau. C'est un peu le fait que, comme dans la vie, les choses semblent immuables, mais en fait se perdent au fil aussi de l'eau. On continue un petit peu juste en face de nous. C'est un tableau un peu plus ancien que j'ai repris. Là, il y a un arbre avec encore quelques branches et un arbre où il n'y a plus rien. C'est un petit peu l'idée d'impermanence des choses. Tout change, tout bouge et finalement tout se réduit malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, au néant. Mais voilà, les choses ne sont pas immuables. Alors, une autre facette, effectivement, de mon travail, je ne fais pas
que des arbres, bien entendu. Là, c'était pour avoir une série homogène, donc qui représentait les arbres. Mais j'aime bien aussi les portraits. Et là, il y a 2 exemples du portrait d'un écrivain que peut-être on connaît, enfin très connu en tout cas, Cioran, qui n'est pas forcément un écrivain très très rigolo, mais c'est un grand personnage. Et j'ai mis en bas un des titres de ses ouvrages, qui est le précis Décomposition. Et donc c'est simplement pour montrer un autre aspect de ce travail. Là, ce premier portrait qu'on voit en ce moment a été travaillé d'une façon un peu brute, disons. Et j'en ai fait un pendant de l'autre côté qui est, lui, travaillé d'une façon beaucoup plus léchée, si on peut dire, et pour arriver à une présentation de ce personnage qui est quand même assez extraordinaire par ses œuvres, et qui m'a assez fasciné donc, par la lecture de toutes ces œuvres. Et au milieu, là, on voit aussi 2 personnages qui sont en fait le même personnage, mais doublé, comme j'ai doublé les 2 portraits. J'ai appelé ça méditation, puisque c'est quelqu'un, on voit bien, il a les yeux fermés, il a l'air très concentré. Et voilà, un petit peu le thème de ce travail. Je me présente, je suis Jutta Talmont. Ça fait donc la 3e fois que je participe à cette exposition Cap sur les Arts. Et donc cette fois-ci, je présente un peu plus de couleurs parce que je suis ébéniste d'office et je essaie de décorer mes meubles, mais j'aime bien aussi la peinture. Donc la peinture sur meubles et aussi la peinture sur toile. Voilà, c'est un temple qui est emprisonné dans la végétation en plein fond des forêts, donc des racines. C'est assez impressionnant à peindre aussi, parce que donc il faut tomber sur une certaine profondeur. C'est une peinture faite à partir d'un souvenir de voyage. Oui, voilà. Enfin, ce sont souvent les ambiances qui me touchent, c'est ça qui me ramène souvent à la peinture, c'est-à-dire que je peins souvent après photo. Et ce sont des endroits que je trouve qui méritent d'être tenus par la peinture. Donc ce n'est pas tout à fait une photo. Là c'est un tableau sur une favela en Brésil, c'est le Belém. Ce village est entièrement en bois, donc les maisons en bois. Les meubles, donc, ce sont plusieurs pays, donc ça présente le Bas-Rhin, avec ces deltas de fleuves. L'autre table, c'est le Trégor. Donc, mon idée, c'est en fait de faire une carte marine avec une situation et quelque chose qui ressort du pays où on rencontre avec ce que je dessine, où ça se trouve. Voilà, là, vous avez une petite île bretonne là, qui est dans la mer, ou aussi une plage. J'ai un atelier chez moi où on peut aussi visiter une exposition qui est au-dessus de mon atelier. J'habite à Bec-Léguer, c'est à Lannion, c'est à l'estuaire du Léguer, 56 chemin du Zan. Et donc mon site internet qui s'appelle jutta.over-blog.com. Et pour me contacter, mon numéro de téléphone, c'est le 06 82 36 45 04. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Je m'excuse de vous recevoir assise, c'est pas très poli, mais j'ai pas pu faire autrement cette année. Je voulais tous vraiment vous remercier parce que vous êtes des fidèles depuis 18 ans et je suis très émue chaque fois. Alors cette année particulièrement, parce que pour le 10e anniversaire de Cap sur les Arts, des œuvres nous ont été confiées, comme les œuvres de Peter Claesen, grand graveur et très connu au niveau international, Monsieur Hoffmann, et Monsieur Clausel, ainsi que Monsieur Dell. Donc on va vous en parler, Marie-Paul va vous en parler plus ultérieurement. Et je remercie aussi des artistes comme Monsieur Claude Marga, à qui tout à l'heure je vais passer le micro parce qu'il parle mieux que moi. Hein. Alors c'est quand même plus agréable pour vous. Et et puis Monsieur Delcourt, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un, hein.
Monsieur Descours, Monsieur Végel, que vous avez déjà connu en exposition à Perros-Guirec, et puis notre ami Yuta, qui, vous avez remarqué, nous a fait des jolis meubles, des belles tables. Et je leur remercie parce que c'est pas facile dans une exposition de peinture d'amener des volumes. Et les espaces ne sont pas faciles à organiser. En fait, je remercie tous nos partenaires qui nous aident tous les ans, les journalistes qui sont là présents, à qui je donne beaucoup de boulot avec des gros dossiers, mais ils s'en sortent très bien. Donc, je les remercie. Je remercie aussi le service culturel, parce que cette année, comme j'étais un peu handicapée, ils m'ont vraiment aidé. Et je remercie bien sûr Monsieur le maire, qui nous a confié la salle, et grâce à lui, nous espérons continuer cet événement d'art contemporain. Donc je vais vous passer le micro, Monsieur le maire, je vous remercie d'être présent ce soir, particulièrement. Bien, chère Marie-France, mesdames et messieurs les artistes, je tiens tout d'abord à vous complimenter. J'ai eu le temps de faire un tour d'exposition et c'est vrai qu'on peut apprécier toutes vos œuvres, et puis c'est vrai qu'il y a des meubles cette année. Je tiens à complimenter une fidèle parmi les fidèles qui est parmi nous. Elle est là, non? Elle est cachée. Oui, voilà. Et donc, et surtout féliciter Marie-France qui, avec beaucoup d'opiniâtreté, continue cette exposition. Je crois que c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, alors tu fais preuve d'un courage exemplaire, sortant de l'hôpital pour venir présider. C'est toi qui présides, de toute façon, cette exposition. Et je tiens à te féliciter et puis te souhaiter aussi un bon rétablissement. Alors, je disais, j'écoutais tout à l'heure qu'il y avait le Centre Pompidou qui se promenait en France. J'ai l'impression que le Centre Pompidou est venu jusqu'à Perros-Guirec, puisqu'il y a les œuvres contemporaines qu'on veut montrer sur l'ensemble de la France pour aussi habituer à l'art contemporain. Je crois que c'est une bonne idée, même si aujourd'hui il y a une certaine polémique avec Zidane. Enfin, tout ça est fait pour mieux communiquer, peut-être d'ailleurs. En tout cas, je tiens à complimenter tous les artistes pour toutes ces œuvres variées, avec une grande variété, une qualité et une variété. Alors, tout simplement, je souhaite le plein succès à cette exposition. Ça va être la semaine culturelle à Perros-Guirec, Marie-France. Tu as tout mis en place, tout mis en œuvre pour réussir cette semaine. Et je suis persuadé que cette exposition connaîtra le succès mérité. Merci. Je voulais complimenter aussi M. Vincent Verdeguer, qui nous a offert cette année 2 box d'exposition. Et je suis très fière qu'il ait pu montrer le petit monde des hommes, parce que c'est d'actualité, et sorti des marais de Guérande. Cette actualité-là, il ne faut pas l'oublier, parce que le monde ne va pas bien. Et l'art, c'est quelque chose de très important quand nous avons des choses très dures à vivre. C'est une passerelle avec le bonheur et surtout l'intellect qu'il faut toujours préserver. Je voulais aussi remercier les auteurs, parce que j'ai oublié quelqu'un encore, c'est monsieur Frédéric Cubas, à qui je veux faire une exposition des lavandières du Portugal depuis des années que je n'ai pas réussi. Et donc je vais le faire. Et il va nous faire une conférence d'ailleurs sur l'Espagne. Et ça, c'est très bien. Monsieur Vincent Verdeguer, avec sa nouvelle technique de la peinture hybride, photo et peinture. Et c'est d'actualité, c'est très contemporain. Et monsieur Claude Marga, à qui je vais laisser la parole, parce qu'il a des choses à vous dire, je pense. Et après, nous passerons la parole à madame Marie-Paul. Voilà, monsieur Claude Marga. Merci Marie-France. Bonsoir messieurs, dames. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier Marie-France en tout premier lieu, ce petit bout de femme, qui depuis 18 ans, à la force du poignet, à force de résistance et de bon choix, je dirais,
a réussi à mettre en place des rencontres internationales d'art contemporain dignes de ce nom. Effectivement, monsieur le maire soulignait il y a un instant qu'il avait le sentiment que le centre Pompidou se déplaçait à Perros-Guirec. Eh bien, il a tout à fait raison, et c'est exactement le cas. C'est ce qui est en train de se passer. Et comment cette chose s'est-elle passée? Eh bien, tout simplement par agglomération de sympathie autour d'une personnalité essentiellement, la personnalité de Marie-France. Marie-France, c'est quelqu'un qui, beaucoup d'entre vous le savent, possède un regard extrêmement aigu sur la peinture, et qui donc est à même d'effectuer les choix, disons, qui comptent en matière d'exposition. Je crois que le public de Perros appréciera pleinement les choses qui sont montrées ici. Et d'autre part, je crois qu'on peut aussi effectivement insister sur l'impact touristique d'une entreprise telle que celle-ci, qui n'a plus lieu aussi fréquemment dans la province française. Il faut quand même reconnaître que, à part les grandes villes qui désormais ont les moyens de réaliser des expositions de ce type-là, le fait devient rare. Donc je renouvelle mes félicitations, monsieur le maire, pour les choix que vous effectuez et qui iront très vraisemblablement dans votre sens. Car, comme le soulignait quelqu'un il y a quelques minutes, notre monde, effectivement, ne va pas bien. Mais comment faire pour qu'il aille mieux? Eh bien, la culture, effectivement, a un rôle à jouer dans cette affaire, et un rôle très important. Et pourquoi? Parce que la culture est la voie par laquelle, la peinture tout principalement, est la voie par laquelle nous pouvons modifier notre grille habituelle de regard, regarder les choses d'une manière un peu différente, et donc élargir notre perspective. Et nous avons absolument besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'élargir notre perspective mentale si nous voulons aborder le XXIe siècle dans les meilleures conditions. Donc, mille merci à vous, monsieur le maire, mille merci Marie-France, et mille merci au public qui vient partager nos expérimentations. Oui, la famille des arts devient très très grande à Perros-Guirec et on a plein d'amis dans le monde. Je passe le micro à Marie-Paul qui va parler des peintres de l'estampe, parce que j'ai oublié de vous dire que l'estampe que nous avons eue l'année dernière avec M. Vesbouche, nous avons une collaboration cette année avec cette galerie et Marie-Paul va vous en parler. Merci beaucoup Marie-Paul. Bonsoir mesdames, messieurs. Collaboration qui s'est intensifiée puisque cette année, l'estampe vous a amené 4 peintres. Je parlerai d'abord de Peter Clasen, dont les œuvres sont dans l'entrée. Peter Clasen est un peintre allemand qui est né en 1935 à Lübeck, qui a fait ses études à l'École supérieure des beaux-arts de Berlin, avant d'obtenir une bourse lauréat du prix du mécénat de l'industrie allemande. Il obtient une bourse et s'installe à Paris en 1959. Et depuis, il a toujours résidé en France, comme vous pourrez le voir. En fait, c'est son expression, ce qu'il interprète dans ses œuvres, c'est notre environnement urbain et la vie industrielle dans ce qu'elle a notamment de négatif. Dans le hall, là, vous avez 3 originaux, 3 dessins, et également des aquagravures. Aquagravure, c'est une nouvelle technique de gravure qui a été développée il y a une dizaine d'années, qui permet d'arriver à un très grand relief, comme vous pourrez le voir si vous les regardez d'un peu plus près. Ensuite, je parlerai de Godwin Hoffmann, qui est là derrière, qui est allemand lui aussi, né en 1945, qui vit en Alsace-Lorraine depuis de nombreuses années, qui a fait beaucoup d'expositions. Merci, j'ai un aide. Voilà, qui a exposé notamment à Munich, à New York, et qui en fait a une thématique bien définie, c'est-à-dire l'importance de la ligne et du trait, et qui fait donc des gravures des aquateintes, mais également des collages au fusain
Et ce soir, nous avons aussi des peintures. Troisième artiste, derrière moi quasiment, Jacques Clausel, derrière, qui est français, qui est né en 1941 à Nîmes. Il a vécu d'abord un certain nombre d'années, une dizaine d'années en Côte d'Ivoire, où il était enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts, avant de rentrer en France en 1972 et de se consacrer essentiellement à la peinture, à la gravure et à la photographie. Il a été, pardon, il a exposé aussi de par le monde. Il a été présent à ce salon qui vient de se terminer à Paris, qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Art Élysée, qui a lieu sur les Champs-Élysées. Effectivement, sur le stand de la Galerie Lestampes. Et il a également exposé internationalement, puisqu'il a exposé également au Japon. Et enfin, je vous parlerai de mon voisin, Roger Del, qui nous fait l'honneur et l'avantage d'être avec nous ce soir, qui est un peintre né en Angleterre, parti au Canada à l'âge de 2 ans, où il est resté une vingtaine d'années. Il est revenu en Europe pour terminer ses études à Strasbourg, où il habite encore. Il est professeur à l'École des Beaux-Arts. Et là, je voudrais vous dire quelques mots sur sa technique de peinture. Il s'attache à peindre en situation, c'est-à-dire dans la nature, où il amène sa toile et commence alors ce qu'il appelle une confrontation, un combat avec la nature qui est changeante et qui oblige le peintre à une certaine humilité et à une certaine connaissance de soi, en fait. Et sur le DVD que nous avons en haut, on peut le voir commencer sa peinture à grands traits vifs et dynamiques. Et c'est effectivement, comme il le dit, comme un combat. Maintenant, ce que je voudrais dire encore, c'est que Roger Del fait œuvre d'engagement personnel, notamment comment je peux dire, l'action qui s'appelle 100 vues de la liberté. Ce sont 100 tableaux que Roger Del a réalisés dans l'enceinte du camp de concentration du Struthof, et au cours desquels, pendant 50 jours, il a fait une peinture le matin, une peinture l'après-midi, mais en s'installant dans le camp et en représentant les paysages que les prisonniers pouvaient voir au fil des jours, au fil des heures. Et c'est une réalisation qui a été beaucoup exposée, notamment au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Maintenant, peut-être que Roger voudra ajouter quelques mots. En tout cas, je vous remercie. Merci Marie-Paul. Juste de rejoindre un peu les esprits des discours jusqu'à maintenant, très courte, je voulais juste dire que Andrei Tarkovsky, le grand cinéaste russe, a dit que le plus que le monde devient laid, le plus qu'elle a besoin de la beauté. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.